Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer parce qu'il est l'heure. J'aimerais que les intervenants de cette session viennent au premier rang. Alors moi, je cherche encore Barbara Forest, Chiara Bianchi et Pauline et Lou de la Grandière. Donc si elles sont dans la salle, ce serait bien de se rapprocher et que vous vous mettiez au premier ou au deuxième rang. La session de ce début de matinée est consacrée à la restauration et au respect de l'intention de l'artiste, ce qui demeure un véritable défi. On parlera de traces, de mémoire, d'intention, de destruction, de temps long, d'études et de dialogue. Nous allons écouter 3 conférences qui seront présentées à 2 ou à 3 voix. Chaque intervenant nous fera part des solutions mises au point, inventées, pour tenter de répondre à cette question. Alors j'ai tout d'abord une consigne à l'égard des intervenants. Avant de commencer, il m'est demandé de vous rappeler à tous les 7 de rendre sans tarder le texte de votre communication. Voilà, le message est passé, c'est dit. La première conférence porte sur le laboratoire d'expérimentation d'Ingres et ses 57 portefeuilles conservés au musée Ingres. Je cède la parole à Florence Viguier, conservatrice en chef et directrice du musée Ingres-Bourdelle de Montauban, et à Cécile Perrault, restauratrice du patrimoine, diplômée en 1997 de la section art graphique de l'INP. Bonjour, et d'abord merci au CDRF-MEF et en particulier aux organisateurs de ces formidables journées d'études, et merci à Nathalie Coural, avec qui nous nous questionnons depuis de nombreuses années maintenant, de nous permettre de témoigner ce matin du travail que nous menons à Montauban autour des fonds graphiques d'Ingres, composés de ces 4500 dessins préparatoires, bien sûr, mais aussi d'un passionnant fonds documentaire de plusieurs dizaines de milliers d'items qui représentent autant la matrice que la trace de la culture visuelle de l'artiste. Je vais donc tenter de contextualiser notre pratique sur ce fonds exceptionnel en tant que conservatrice, directrice du musée Ingres-Bourdelle, qui n'est pas à Paris, comme l'indique à tort le programme, mais bien à Montauban, ville natale d'Ingres. Vous voyez, loin de tout, hein, sur la carte, bien sûr, mais ville natale d'Ingres, donc qui à ce titre a accueilli la quasi-totalité du fonds d'atelier de l'artiste, dessin et documentation. Je viens d'en parler, peinture du fonds, peinture, mais aussi ses collections personnelles d'œuvres d'art et d'objets divers. Cette abondance de témoignages a conduit la longue chaîne de conservateurs successifs à une forme d'humilité et de modestie quant aux interventions sur les œuvres, afin d'une part de respecter bien sûr l'intégrité de ce fonds et d'autre part de faire de la visite du musée Ingres un moment de découverte éclairée des processus de création de ce grand artiste français. Ce qui impose un indispensable séjour à Montauban, vous l'aurez compris, surtout que maintenant vous savez le placer sur la carte. Le pendant de cette modestie des interventions sur le fond a été hélas, un excès d'admiration des Montalbanais pour leurs célèbres compatriotes, qui a conduit les premiers conservateurs à présenter de 1867, date du legs Ingres, jusqu'à 1939, entrée dans la Seconde Guerre mondiale, plus de 2500 dessins du sol au plafond, et jusque dans les ébrasements de fenêtres, comme vous le voyez dans la carte postale de gauche, bien sûr pour qu'ils soient bien éclairés et bien visibles. Ce phénomène d'occupation maximale de l'espace disponible s'est poursuivi, comme le montre l'image de droite, quand au début du XXe siècle, Henri Lapose, originaire de Montauban, biographe d'Ingres bien connu et conservateur du musée du Petit Palais à Paris, finança l'installation de 4 nouvelles salles au second étage du musée. Les dessins y recouvraient les murs, ainsi que ces cloisons en bois sur pieds sculptés assez originales. Plus rationnelle, cette présentation n'en était pas moins dangereusement soumise à une lumière intense,
préjudiciables, vous le savez, à la bonne conservation des dessins, qui restèrent en place ainsi eux aussi jusqu'en 1939 et qui, hélas, aujourd'hui, se distinguent pour nombre d'entre eux dans les expositions d'Ingres ou sur le 19e, par leur tache de rousseur, leur insolation ou leur mauvais état. Quant au fond documentaire de l'artiste, qui est notre objet aujourd'hui, constitué de calques, relevés, dessins, gravures, photographies anciennes, il est arrivé là grâce à l'intuition d'un homme, Armand Cambon. Ingres, lui, n'avait pas du tout prévu d'être aussi généreux dans son testament de 1866. Ce dernier entendait en effet faire une sélection parmi ses nombreux cartons à dessin de ses meilleurs dessins. Or, la mort le surprend avant l'accomplissement de cette tâche. C'est donc à son exécuteur testamentaire Cambon qu'elle va revenir. Celui-ci se charge alors de réaliser le vœu de son maître et même un peu plus, en portant pour Montauban tous les portefeuilles de dessin qui se trouvaient dans l'atelier parisien du maître. « Je me suis trouvé dans le plus grand embarras, nous dit-il. Quels étaient les portefeuilles qu'il fallait prendre ? Grâce à ma bonne entente avec Madame Ingres, j'ai tout pris, raconte-t-il dans une lettre au maire de Montauban. Selon le testament d'Ingres, les dessins qu'il léguait à Montauban étaient conservés dans des portefeuilles dont certains seulement étaient classés. Beaucoup d'entre eux avaient été méthodiquement collés par l'artiste sur de grandes planches, mais une autre grande partie était en vrac dans des cartons plus ou moins bien étiquetés. C'est donc à cette lourde tâche que Cambon s'attela dès les premières semaines de 1867 pour tenter d'organiser ces dessins préparatoires avant leur livraison à Montauban. 12 ans plus tard, en 1879, il écrivait aux édiles qui s'impatientaient, bien sûr, de voir cette tâche toujours inachevée, qu'il avait dû reconnaître, classer et lister au moins 3000 dessins, dont les 1200 exposés qu'il avait, je cite, rapiécés, nettoyés et taillés d'équerre. Le reste, la documentation visuelle d'Ingres qui nous concerne aujourd'hui, fut, lui, conservée miraculeusement jusqu'à ces dernières années dans les portefeuilles d'origine, en gardant pour l'essentiel le classement élaboré par Ingres. Donc c'est ce qu'on voit dans l'image de gauche, cette étagère un peu vétuste. Ces portefeuilles ont désormais laissé leur place depuis le chantier des collections accompagnant la rénovation, comme le montre la photo de droite, à des boîtes de conservation en carton non acide, certes moins pittoresques, mais plus aptes à conserver cet ensemble en l'état. Les portefeuilles ont bien évidemment tous été conditionnés à côté et conservés. En voilà un, justement, qui photographié, ils ont tous été photographiés sous toutes les coutures, avec des relevés précis et exhaustifs des inscriptions qui montrent l'intérêt porté à cette masse documentaire par chaque génération de conservateurs. Ainsi, on repère, grâce aux étiquettes encore présentes, les campagnes d'investigation successives de mes prédécesseurs. Quand on ouvre un portefeuille, on découvre ce genre de planches, souvent d'un format similaire, réunissant sans logique clairement apparente sur un papier anglais de belle qualité comme ici, des relevés d'éléments de décors architecturaux, des vestiges archéologiques, un détail de la statue de Marcellus, voilà, ici, pour la composition du Virgile lisant l'Énéide de Toulouse, et un fragment concernant le portrait dessiné de l'architecte Charles Mallet, assez difficile à reconnaître parce que la silhouette des jambes a été inversée droite-gauche. Donc, ce qui pourrait nous paraître à première vue manquer de logique de classement, plusieurs thématiques, plusieurs auteurs, plusieurs techniques, plusieurs œuvres d'Ingres, nous ramène à la finalité de cet ensemble de milliers de pièces graphiques qui est avant tout pour Ingres un outil de travail. Ce sont ces notes qui fonctionnent comme autant de post-it ou de carnets d'idées. Peu importe les bords empoussiérés, irréguliers, lacunaires, les taches, nous voilà en face d'un état quasi archéologique, je vais me faire reprendre par les archéologues, disons intact, de la pensée graphique de l'artiste qui permet de découvrir ce que j'ai appelé l'univers mental d'Ingres. Nulle part ailleurs, on peut avoir l'illusion de se pencher ainsi sur son épaule, l'observer réfléchir, chercher son inspiration, hésiter entre plusieurs modèles ou se créer un répertoire de formes. La chance d'Ingres, mort sans descendance, ou plutôt notre chance, a été de voir la gestion de sa postérité confiée à des compatriotes pétris d'admiration qui n'ont rien jeté, rien modifié ou si peu. Car pour Ingres, ces recueils, ces planches ne sont pas seulement des modèles, mais ils racontent aussi la route qu'il a suivie et ils doivent servir après lui à une nouvelle génération. Or, si l'on suit la route d'Ingres, elle nous ramène à l'Antiquité.
principalement. C'est pourquoi le fil de la pelote que nous avons choisi de tirer pour aborder ce fonds pour la première fois dans sa globalité, c'est à partir d'une thématique qui le traverse entièrement, c'est l'Antiquité. Ainsi, la première présentation des planches montrée comme appartenant à un ensemble a été l'exposition Ingres l'Antique, l'illusion grecque, organisée par les musées de Montauban et Arles, s'appuyant sur les travaux de Pascal Picard, autrice d'une thèse sur le sujet des rapports d'Ingres avec la céramique grecque. Rapport illustré par cette image rapprochant une planche du fond avec un vase de la collection Ingres. C'est là que je dois faire amende honorable et avouer qu'au début, emporté par notre enthousiasme face à ce fonds et par notre souci de démonstration scientifique, nous voulions le magnifier en démontant certaines planches pour pouvoir, soit comme dans les albums de la Bibliothèque nationale, prélever certains dessins particulièrement passionnants, soit donner plus d'air à chaque pièce graphique en les remontant à l'identique sur une feuille neuve, donc propre et assainie et légèrement plus grande pour que tout ça respire, bien sûr. Ainsi, cette planche de relevé, d'après la céramique grecque, nous intéressait principalement pour son calque central, celui-ci, qui, vous l'avez remarqué, reprend, on y voit le report du cratère à colonnettes du peintre de Haro, qui est le vase qui se trouve à côté, et qui est souligné par une inscription située sous le dessin, vase appartenant à M. Ingres, inscription sans doute de Cambon. Et j'ai plaisir à vous montrer cette planche aujourd'hui, dans ce colloque, car si vous avez remarqué, elle comporte la représentation qu'on pourrait presque dire moderne, d'une restauration qu'Ingres, dans une démarche toute de rigueur archéologique, n'a pas voulu reproduire sur son relevé, préférant représenter le bras du personnage interrompu plutôt que d'inventer un état qu'il ne connaissait pas avant la restauration non illusionniste qu'il avait fait faire de son vase. Nos premiers projets de traitement du fond par démontage-remontage ont donc été fort heureusement retoqués par la commission de restauration, qui a demandé la constitution d'un comité scientifique à l'initiative de la ville afin de définir collégialement, nous n'arrêtons pas de dire tout le bienfait de la collégialité, donc de définir collégialement les parties de restauration à adopter visant à préserver l'intégrité des planches. Ainsi est née une doctrine de restauration, que nous suivons toujours, définie par 16 points qui seront détaillés dans la publication, évoluant autour de 2 axes principaux basés, 1, sur le principe d'intervention à minima sur les planches, et 2, sur la mise au point d'un montage permettant leur conservation, exposition et manipulation par les chercheurs. Ainsi, cette planche qui révèle ses partis pris radicaux, consistant à laisser les choses en l'état, dans leur jus, sans démontage, avec les taches de colle et les bords fragiles et irréguliers. Il s'agit pourtant d'une planche très importante qui a rejoint le corpus des dessins préparatoires d'Ingres pour la Vierge à l'hostie. Elle n'a pas changé de place et de numéro pour autant, importante car elle dévoile cette méthode si caractéristique de l'artiste, pensant et procédant par collage. Afin de nourrir son inspiration ou de préparer son travail, sachant qu'ici, Ingres a collé de véritables hosties au milieu des calices et chandeliers que l'on reconnaît dans son tableau final. Un prélèvement du réel qui pourrait bien nous plonger dans les affres des restaurateurs d'œuvres de Daniel Spoeri, par exemple. Au passage, 2 autres exemples de ce fond documentaire témoignant là de l'admiration d'Ingres pour Raphaël. 2 gravures, l'une d'après la Donna Velata, l'autre reproduisant la Madone de Dresde. Elles comportent toutes deux des petites taches issues accidentellement du pinceau d'Ingres et des trous de petites pointes dans les parties supérieures qui indiquent leur présentation dans l'atelier de l'artiste. Preuve, s'il en fallait, du rôle essentiel de ces 2 images dans ses créations et commandant là aussi une intervention à minima limitée à un simple dépoussiérage. Pour autant, difficile de ne rien faire sur ce fond, surtout dans la perspective du chantier des collections, qui allait amener ces œuvres à être photographiées, numérisées, mesurées, etc., pendant le chantier de rénovation du musée. Auparavant, depuis 2005, grâce aux préconisations du comité scientifique d'alors, nous avons pu mettre au point avec Éric Coulet, restaurateur spécialisé en art graphique, un principe de conditionnement consistant à créer
un boitage à rabat, visible en position ouverte à gauche pour la consultation, avec la reprise en haut à gauche du rabat d'un schéma de positionnement des œuvres sur la planche, fermé, comme vous le voyez en bas à droite de la diapo, pour le rangement dans les boîtes de conservation, et replié tout à fait en haut à droite pour la présentation. Enfin, le projet de rénovation du musée Ingres-Bourdelle a permis d'intégrer les notions de conservation préventive dans la conception d'un cabinet d'art graphique, facilitant les rangements de ces planches sur des étagères qui n'ont plus rien à voir avec celles que je vous ai présentées au début de mon intervention. Et en termes de confort de travail et de consultation, ainsi qu'en termes esthétiques, les choses sont bien différentes. Ce qui n'est pas qu'un détail, il s'agit de montrer de façon très concrète le soin que Montauban prend de sa collection graphique exceptionnelle, même si on ne sait pas toujours le placer la ville sur la carte. Voilà donc aussi le cabinet de présentation de notre collection graphique. Les planches sont présentées, comme vous le voyez, repliées dans ces vitrines où elles peuvent dialoguer avec la collection antique d'Ingres. On retrouve la planche d'après locataire de Haro présentée non loin, mais aussi, vous avez remarqué, celle de Niobé qui joue et dialogue en face du dessin d'Ingres, son premier, cette même figure, et de la sculpture correspondante. Le reste est présenté dans des tiroirs verticaux de consultation permettant une déambulation, chacun selon son rythme. On peut ainsi voir d'une à plusieurs centaines d'œuvres pour faire de l'expérience de la découverte des dessins d'Ingres un moment privilégié de rencontre avec l'œuvre complexe de ce grand maître. Bonjour à tous et à toutes. Florence vous a décrit le contexte dans lequel un de mes confrères, Éric Collet, a effectué un travail de fond qui a permis de conserver ces planches dans leur état originel sur leur support secondaire. En effet, la composition initiale, les traces de collage successifs, les fragments d'œuvres ici et là, les arrachages des angles et des dessins témoignent des recherches et des hésitations d'Ingres. Cependant, comme vous pouvez l'observer ici, ces planches sont des assemblages de papier ayant des caractéristiques et une sensibilité variables à leur environnement, ce qui entraîne des déformations d'une grande fragilité. Éric Collet a donc développé un montage qui protège ces planches pendant leur stockage, tout en facilitant leur exposition ultérieure. Ce montage est constitué d'un fond sur lequel sont fixées les planches avec quelques charnières en papier japonais et d'un couvercle qui protège les déformations par une mise en distance assurée par des hausses collées à sa périphérie. Le tout étant en carton de conservation, bien sûr. Il suffit de replier le couvercle pour procéder à la mise en exposition. Je précise que son montage est conçu et adapté pour être exposé dans les vitrines du musée Ingres en utilisant leur réglette comme support, que vous voyez en haut. Mes interventions réalisées à l'atelier du musée sont différentes, car elles s'inscrivent la plupart du temps dans le cadre d'une présentation ou d'un prêt pour exposition avec encadrement. J'aborderai ici le sujet à travers plusieurs restaurations, car dans ces conditions, la question du non-démontage peut être mise en question selon trois approches. L'intervention sans démontage, avec un démontage partiel et enfin avec un démontage complet. Bien sûr, nous préférons ne pas démonter. Les interventions sont alors très localisées, les planches sont intégralement dépoussiérées, parfois gommées en marge, en bordure, les plis sont dépliés et mises à plat ponctuellement, tandis que les déchirures sont consolidées. Témoins du processus de création d'un changement de composition, les traces de colle ne sont pas atténuées, les fragments d'anciens dessins sont laissés en place et les dessins lacunaires par arrachement ne sont pas comblés. Le démontage partiel est envisagé dans deux situations, soit lorsque l'intégrité d'un dessin est en jeu malgré toutes les précautions prises, soit lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un prêt. Ici, les dessins devaient être consolidés. Dans ce cas, la demande portait sur l'un des dessins de cette planche, à savoir celui représentant les Trois Grâces. L'œuvre a été séparée et comme elle devait être encadrée, après dépoussiérage, la lacune a été comblée avec objectif principal d'assurer la présentation appropriée pour le montage et un encadrement de qualité. Un autre exemple courant est la présence de dessins sur papier calque, où certains présentent une tension excessive, nécessitant leur démontage pour stabilisation et recollage à l'identique. Ou encore, ici, une altération plus parlante, une chimère à l'encre métallogallique sur un papier rendu transparent par imprégnation. Le dessin est lacunaire et le papier très friable présente des risques de perte. Ce dessin a été démonté, consolidé, comblé, puis recollé à l'identique.
Lorsqu'un démontage partiel est réalisé, avant remontage du dessin, la planche est restaurée de manière semblable à celle des planches non démontées. En fonction de la sensibilité des papiers d'œuvre, le remontage se fait soit par point de colle avec un intermédiaire en papier japonais, soit par de petites charnières rendues invisibles, ou encore par des bandes de maintien posées en périphérie. Les papiers japonais sont très fins. Enfin, nous aborderons une décision toujours prise avec prudence, le démontage complet. Cette opération n'est réalisée que dans 2 cas extrêmes, à savoir lorsque l'ensemble des dessins présente une tension dangereuse ou lorsque la feuille de support montre un foxime important, justifiant ainsi le besoin de démontage pour un traitement approprié. Alors que la question du démontage ou non se pose à chaque examen d'œuvre, le remontage, lui, est systématiquement fait sur le support original. L'utilisation de supports de substitution est écartée. Si besoin, les supports originaux sont assainis, comme pour cet exemple. Deux types de feuilles sont principalement identifiés comme support de planche dans ce fond. Un papier filigrané J. Wattmann, il s'agit d'un papier souple blanc fabriqué à partir de pur coton. Il n'est en général qu'encrassé et avec quelques plis et déchirures sur les bords, donc en bon état de conservation. Un autre papier plus rare se caractérise par son acidité, son caractère cassant, parfois friable en bordure et avec des piqûres de foxing. Ce papier motive la décision d'un démontage complet, car, comme vous l'observez ici, le foxing a tendance à se propager au dessin. En conclusion, les premières interventions effectuées sur ces planches ont été systématiques mais primordiales pour préserver le travail de recherche d'Ingres. Aujourd'hui, pour diffuser ces œuvres, le travail de restauration est au cas par cas. Dans l'ensemble, les planches ne changent pas vraiment, mais elles sont stabilisées et elles peuvent ainsi être transmises aux générations futures. Merci.